J'invite maintenant le docteur Stéphanie Van den Toren qui va nous parler de l'interaction entre situation de vulnérabilité et santé mentale. Bonjour docteur. Voilà, merci d'être avec nous. Nous sommes également très heureux de vous accueillir. Donc, je me présente en attendant de vous présenter le petit topo que je voulais donc vous introduire. Donc moi, je suis médecin épidémiologiste à Santé publique France. Je coordonne un enjeu autour des inégalités sociales de santé, de l'équité en santé. Et je suis chercheur affilié à Bordeaux Populationnel, où je mène en recherche plutôt des études sur des populations en grande vulnérabilité sociale. Je vais vous rappeler un peu quelques concepts autour de la vulnérabilité avant de parler plus spécifiquement de la santé mentale. Voilà. Juste, je vous rappelle quelques petits concepts pour qu'on voit de quoi nous parlons, parce que la vulnérabilité, en fait, elle a beaucoup de visages. Ça a été un peu évoqué ce matin, la présentation d'avant. Il y a eu plusieurs périodes et je voulais vous montrer un petit peu ce rappel historique parce qu'on voit que la vulnérabilité, en fait, elle change aussi au cours du temps et selon les lieux. Donc ça vient du latin qui signifie en fait la potentialité à être blessé, donc qui requiert une certaine fragilité. Il y a une première période judéo-chrétienne qui parlait plutôt de vulnérabilité existentielle, qui est propre à l'homme, biologique. Depuis la faute originelle. Donc cette définition judéo-chrétienne, elle a une conséquence que le pauvre, quelque part, ou en tout cas la personne vulnérable et pauvre socialement, elle a une utilité sociale très importante puisque on échange un peu les fruits de la terre contre les fruits du ciel, si je peux dire ça un peu comme ça. Et donc c'était une façon de don contre don. Quand on avait de l'aumône ou qu'on donnait à des personnes pauvres socialement, on avait sa part du paradis, pour faire simple. Et donc cette utilité sociale, elle est importante aussi dans la construction de l'inclusion sociale des personnes vulnérables. Ensuite, il y a une période de modernité où la vulnérabilité a été perçue comme maîtrisable. C'est là où on a l'essor du développement de la médecine et la protection sociale républicaine, où là, c'était quelque chose qui va de parallèle avec cette façon de maîtriser la vulnérabilité. Du coup, ça individualisait un peu plutôt une faute, et il y a eu pas mal de répression aussi des personnes en situation de pauvreté sociale, et donc ce qui nous anime aussi aujourd'hui de maintien du droit public. Et ensuite, depuis la fin du XXe siècle, on a un peu un revers où la vulnérabilité, oui, j'ai oublié de le dire, dans la période modernité, il y a aussi une utilité du pauvre, notamment avec le prolétariat et le développement de toute cette économie libérale. Et puis depuis fin du XXe siècle, on a plutôt une ambivalence, parce que maintenant on prend conscience que tous les risques ne sont pas maîtrisables, et notamment avec toute la multiplication des guerres, des catastrophes naturelles, écologiques qui arrivent, le chômage, les pandémies, et la Covid nous l'a bien rappelé. On a bien une évolution de la vulnérabilité, on va le voir, vers un concept beaucoup plus dynamique qui fait qu'on va évoluer vers de la prévention, parce que non seulement on va essayer de travailler sur la pauvreté, mais aussi éviter que d'autres personnes le deviennent. Et donc la vulnérabilité, elle devient vraiment cet état dynamique. Un concept qui est important pour comprendre aussi les politiques publiques derrière, et notamment de santé. Moi, je vais parler surtout de santé parce que je ne connais pas vraiment le droit, mais c'est la pluralité des regards qui sera intéressante aujourd'hui. Alors la vulnérabilité, elle est universelle, on est tous vulnérables. Voilà, quand on est vulnérable, quand on meurt, on devient vulnérable aux deux extrémités de la vie, pour faire court et expliquer ce concept d'universalisme sur la vulnérabilité. Elle est potentielle dans la mesure où elle concrétise un facteur de risque qui est spécifique à une personne ou un groupe. Elle est relationnelle et contextuelle, et ça a été bien expliqué dans la présentation juste avant. On est vulnérable que dans un contexte donné et en fonction des protections dont on peut bénéficier ou pas. Et on a parlé justement de la jeunesse, j'y reviendrai. Elle est individuelle parce qu'elle ne frappe pas tous les individus de la même façon. Et face à une même exposition, certains vont être plus vulnérables et donc plus touchés que les autres. Et enfin, et je pense que c'est très important d'avoir en tête, ce n'est pas une fatalité, elle est réversible. Il est possible d'agir sur les facteurs de risque et sur le contexte, et donc de rendre des personnes moins vulnérables. Donc l'exposition à la vulnérabilité, elle est commune à tous, mais c'est vrai qu'elle touche différemment les personnes et les groupes, ce qui a été un peu aussi illustré
lors de la pandémie Covid, où on disait qu'on avait tous la même tempête, mais pas tous le même bateau. Les vulnérabilités, je vais vous parler essentiellement ce matin de la vulnérabilité sociale, mais il existe d'autres vulnérabilités. Je vais aussi parler un peu de vulnérabilité psychologique, puisque c'est ce qui nous réunit aussi. Mais il y a une vulnérabilité physique, notamment sur les extrémités de la vie, mais aussi quand on souffre de handicap, par exemple. Et sur le plan social, il y a plusieurs sortes de vulnérabilités. Des personnes qui sont économiquement démunies, voire exclues, comme des populations sans domicile fixe, ou des personnes qui sont exclues par le logement, là, ou par l'emploi, donc avec des chômeurs. Des personnes qui sont administrativement exclues, donc déboutés du droit d'asile. Des personnes culturellement à distance des normes majoritaires, donc on peut parler des migrants, mais aussi des personnes françaises comme les gens du voyage. Des personnes qui sont stigmatisées par leur comportement, donc des usagers de drogue, ou par leur orientation sexuelle, ou encore parce qu'elles font partie des minorités visibles. Et des personnes sur le plan psychologique, je vais revenir beaucoup sur les violences, parce qu'on va voir que ce n'est pas du tout étranger à notre propos de ce matin, c'est même assez central. Alors, quels indicateurs on dispose en épidémiologie pour ça ? Alors, juste pour vous dire que malheureusement, les indicateurs de position sociale sont multiples, mais la difficulté, c'est de pouvoir les croiser avec des données de santé. Et en particulier de santé mentale, c'est très difficile, dans la mesure où on n'a pas de données sociales dans les recueils de passage aux urgences ou dans tous les résumés ou toutes les maladies de déclaration obligatoire. Tout ce qu'on surveille en fait à Santé publique France, on n'a pas ces données sociales en fait en routine, soit parce qu'elles sont mal remplies, soit parce qu'elles sont tout simplement inexistantes. Donc en fait, on va analyser ce qu'on peut, c'est-à-dire surtout en fonction du sujet, mais de la disponibilité de ces données. On aimerait bien voir à minima, pour caractériser la position sociale de quelqu'un et donc sa vulnérabilité sociale, au moins avoir son genre, son origine et son niveau socio-économique, généralement approché par le niveau d'études, de revenus et d'emploi. On sait très bien que ces conditions-là, elles vont influer sur les conditions de vie et de travail, et donc sur la santé, et in fine, la santé psychologique. Donc ces données, elles ne sont vraiment pas disponibles, et encore moins dans les bases de données comme le SNDS, le Système national des données de santé. On n'a que la CMU pour faire court. Et du coup, on est obligé de faire des études épidémiologiques spécifiques, notamment pour étudier le lien entre vulnérabilité sociale et santé mentale, par exemple. Donc là, je vais vous donner 2 exemples qui sont des études auxquelles j'ai participé ou mené quand j'étais à l'Observatoire du SAMU social de Paris. Et ce sont des études qui ont été menées par l'Observatoire du SAMU social de Paris. La première, j'ai juste participé aux analyses, donc je vais vous montrer quelques analyses. Et la seconde, où j'étais un peu plus sur la coordination, et donc je vais vous montrer un peu la deuxième aussi, qui touche les enfants et les familles sans logement. Et on va voir que les troubles de santé mentale ne sont pas du tout les mêmes. D'où l'importance d'avoir des chiffres et des études un peu épidémiologiques. Donc la première, Samantha, c'est la santé mentale et les addictions des personnes sans logement personnel en Île-de-France, qui a été commanditée, on va dire, à partir d'un appel d'offres en région parisienne pour pouvoir étudier un peu les personnes à la rue qui étaient atteintes de troubles psychiatriques ou des troubles du comportement, devant la difficulté de leur prise en charge, notamment par les acteurs de l'urgence sociale, et la préoccupation croissante, il y avait pas mal de presse à ce moment-là, sur les relations entre l'exclusion sociale et la santé mentale, et le manque de données dont je viens vous parler, pour les raisons que je viens d'évoquer, assez cruelles pour les décideurs. Donc cette enquête, elle avait pour but principal d'estimer la prévalence des principaux troubles psychiatriques et des addictions. Je vais juste vous donner quelques chiffres, parce que je pense que ça, peut-être les collègues de l'après-midi vont aussi l'évoquer. Donc ça a été fait par un MINI. Le MINI, c'est un questionnaire standardisé d'un outil psychométrique, le MINI international neuropsychiatrique interview, qui permet non pas de poser un diagnostic, mais en tout cas une suspicion d'eux. Et la grande force de Samantha, c'est d'avoir des enquêteurs binômes, donc professionnels d'enquêteurs, mais aussi un psychologue, et donc d'avoir une double vue, plus ensuite un débriefing avec un psychiatre. L'étude Samantha a aussi enquêté des personnes donc à la rue par des camping-cars avec des chauffeurs bénévoles pour enquêter notamment les points de distribution alimentaire. Donc ça a été fait en 2009, on voit que ça date un petit peu, dans des centres sociaux de réinsertion sociale, d'urgence, des centres maternels, les lits haltes soins santé, des hôtels sociaux, des points de distribution de repas et des accueils de jour.
Ce que je voulais vous montrer juste aujourd'hui, c'est que la population elle a été estimée à 21 000 personnes. Donc ça, c'est grâce au plan de sondage complexe qu'on peut savoir combien de personnes sont dans cette situation, c'est-à-dire à la rue, dans Samantha, ou hébergées, en tout cas des personnes sans domicile. En 2009, il y en avait 21 176 dans la région Île-de-France. Et on voit que seulement, j'ai envie de dire seulement, quand on voit les adversités qu'ils ont subies durant leur vie, un tiers qui souffrent d'un problème psychiatrique sévère, avec donc 13% des troubles psychotiques, 12% des troubles anxieux et 7% des troubles sévères de l'humeur. Mais quand on regarde ça, il faut bien prendre en compte que c'est très différent selon le lieu d'enquête, selon qu'on enquête en CHRS, c'est-à-dire en réinsertion, c'est ce que vous avez au milieu, en centre d'urgence ou dans les hôtels sociaux. Et ce que vous voyez, donc en rouge, c'est les troubles psychotiques. En fait, les troubles psychotiques, on les retrouve surtout dans les centres d'hébergement d'urgence, alors que les troubles anxieux, beaucoup plus dans les hôtels sociaux. Et ça vient du fait que la distribution de la population est très différente, à savoir qu'on a plutôt des hommes qui sont nés en France et avec aussi des comorbidités et des addictions dans les centres d'hébergement d'urgence, alors que dans les hôtels sociaux, on va trouver plutôt des femmes, voire même des familles qui sont nées à l'étranger la plupart du temps, et des femmes plutôt jeunes et qui vivent avec des enfants. Alors, ça, c'était pour vous montrer vraiment quelque chose que je trouve assez central, c'est les facteurs associés aux troubles psychiatriques, pas psychologiques, psychiatriques, c'est le poids des violences tout au cours de la vie. On voit que sur les violences psychologiques répétées, on a 50% qui ont au moins un trouble sévère, alors qu'il n'y en a que 23% dans les personnes qui n'ont aucun trouble. Et c'est gradué aussi, cette différence, avec la violence physique répétée, qui est de 38% avec ceux qui ont un trouble sévère, alors qu'ils sont que 16% à avoir aucun trouble. Et c'est d'autant plus vrai pour les violences sexuelles, avec 26% qui ont au moins un trouble sévère, alors qu'il y en a moins de 3% dans la population qui n'a pas de trouble psychiatrique. On voit aussi une dépendance ou une consommation régulière de substances psychoactives qui concerne près de 3 personnes sur 10. Et on voit que les personnes donc, qui sont d'origine française, qui ont vécu avant 18 ans un événement adverse, donc à savoir ces violences, l'addiction ou des fugues, et ceux qui ont été sans domicile avant l'année de leurs 26 ans, avaient un risque vraiment accru de troubles psychiatriques, et on parle ici de troubles psychiatriques sévères. Donc on voit bien l'importance de ce qui se passe au début dans la jeunesse et au début de la vie en particulier. Alors ces personnes qui ont des troubles psychiatriques, elles ont aussi beaucoup de barrières au recours aux soins. Tout au long de la vie, il y a 68 personnes, donc ça c'est pas mal, qui ont un recours aux soins tout au long de la vie. Mais en fait, très peu de personnes ont été suivies pour leurs troubles, seulement 18%. Et parmi les personnes suivies, on avait une majorité qui prenait des médicaments. Donc on pourrait dire que l'accès aux soins ne pose pas tant de problèmes que son maintien. C'est surtout le maintien dans le système de soins qui reste problématique, où on avait 72% des personnes qui avaient renoncé au suivi et aux soins. Et quand on regarde les facteurs qui sont associés à ce recours, on retrouve que les personnes qui ont le plus recours aux soins sont les personnes jeunes, qui sont les plus éduquées, qui ont une couverture sociale et des antécédents de pathologie de la santé mentale. Et à l'inverse, au contrario, ceux qui ont le moins de recours aux soins, ce sont ceux qui vivent dans les hôtels sociaux. Et ça, c'est problématique, comme je vous disais, dans les hôtels sociaux, surtout des femmes et des femmes avec enfants, la plupart du temps. Donc là, c'est la pyramide des âges qui vous explique l'évolution en moins d'une dizaine d'années de la pyramide des âges. Donc ça se lit, une pyramide des âges. En gros, vous avez à gauche les hommes et à droite les femmes. Et on voit alors qu'avant, on avait un peu l'image, on va dire, ce qu'on appelait classiquement le clochard, un peu alcoolo-tabagique de l'homme de 45 ans, parce qu'on a le gros ventre là à gauche, c'est l'âge, donc c'est plutôt des hommes, et c'est des hommes, donc 45 ans. On voit que dès 2011, on a une symétrisation de la pyramide des âges, c'est-à-dire beaucoup plus de femmes, et l'écrasement de la pyramide que vous avez en bas, ce sont les enfants. Et vous voyez notamment la prépondérance des enfants de moins de 1 an, et donc les grosses problématiques de santé périnatale que ça pose. Et ces familles sans logement, elles cumulent 3 facteurs de risque, donc la précarité, le fait d'être sans domicile et le fait d'être migrant. Elles augmentent donc de façon dramatique.
et elles subissent une forte instabilité résidentielle avec en moyenne 3 déménagements par an. Donc on voit que des femmes avec enfants de bas âge, ce que ça peut créer en termes d'ancrage territorial. Alors sur la prévalence des troubles de ces familles, alors les mères, elles étaient fortement déprimées, un tiers d'entre elles étaient déprimées, et les facteurs qui étaient associés à cette dépression, c'était la langue, le fait d'avoir un état de stress post-traumatique, et je vais revenir là-dessus, donc avec des comorbidités de risque suicidaire, et en général, elles avaient souvent renoncé aux soins, notamment en psy. Sur cet état de stress post-traumatique, elles étaient plus de 2 tiers à avoir un état de stress post-traumatique, vie entière, et dans l'année 18%. Et les facteurs associés, c'était souvent des départs du pays d'origine pour une cause violente, une dépression et cette instabilité résidentielle. Donc on voit bien, et c'est assez novateur, c'est qu'on peut montrer le poids de la violence structurelle. Donc ici, de les faire bouger, c'est quelque chose qui empêche la résilience, en tout cas du trouble de stress post-traumatique. Chez les enfants, on avait des difficultés émotionnelles et comportementales. Alors, ça a été mesuré par le SDQ, qui est un Strength and Difficulty Questionnaire, qui est une moyenne, en fait. Et 11, plus c'est haut, plus c'est délétère. Donc la moyenne était de 11,3. On retrouve à peu près en population générale plutôt un score à 8, ce qui correspond à peu près à une prévalence de ces difficultés émotionnelles et comportementales de 20%, donc presque un enfant sur 4. Et les facteurs associés à cette difficultés émotionnelles et comportementales des enfants, c'était l'instabilité résidentielle, donc encore une violence structurelle, les problèmes de santé, notamment le surpoids, les difficultés de sommeil, donc on voit que le fait de dormir dans les hôtels sociaux n'est pas propice non plus à la récupération, le risque suicidaire de leur mère, et encore une violence structurelle, le fait de ne pas aimer son hébergement ou d'être victime de moqueries, notamment à l'école. Si on revient sur les événements traumatiques des mères, donc les 2 tiers ont vécu un événement traumatique. Avec des événements traumatiques, on parle de personnes qui ont vécu la mort d'un proche, quelqu'un se faire blesser gravement, avoir vécu personnellement ces événements-là, d'agressions, d'accidents, y compris d'agressions sexuelles ou d'avoir été captive ou torturée. Et on voit que la prévalence de tous ces troubles peut être aussi, l'un n'est pas exclusif de l'autre, donc ils sont en plus souvent des cofacteurs. Alors, juste pour rappeler que les comportements en santé, donc par exemple quand on parle du recours aux soins, ou quand on parle de comportements justement sur le recours de santé en général, il faut savoir que la précarité et la santé mentale, elles ont ensemble 2 difficultés. D'abord le rapport au temps, parce qu'en dehors de l'urgence, il n'y a pas de priorité. Ce sont des familles, des personnes qui luttent pour leur survie, et donc bien sûr qu'elles n'ont pas le temps de s'occuper de leur santé. Et il y a une priorité aux besoins primaires, donc l'hébergement, l'alimentation, et notamment pour les familles, la santé de l'enfant est toujours prioritaire, et donc la santé de la mère va être beaucoup moins priorisée. Et je vous montre juste ce schéma qui montre aussi, qui vient du Behavior Model for Vulnerable Population, qui montre en fait que vous avez des facteurs prédisposants. Ça explique un petit peu le modèle de ce qui peut concourir à prédisposer, au contraire, freiner ou faciliter le recours aux soins. Et on voit que toutes la race, la résidence, le fait d'avoir un casier judiciaire, les traumas, les expériences de discrimination, tout ça, ça va être des facteurs qui vont prédisposer des grandes barrières au recours aux soins. Alors que le fait d'avoir une assurance, un salaire, une stabilité résidentielle, l'accès au transport, l'accès aux services de santé, le soutien social, tout ça, ça va plutôt faciliter le recours aux soins. Et pour pouvoir recourir au système de santé, il faut déjà avoir un besoin perçu de sa propre santé. Et donc ça aussi, c'est très lié à toutes les expériences vicariantes qu'on a pu avoir. Donc les comportements, ils sont socialement différenciés, et ce ne sont pas, et on l'a dit tout à l'heure, de simples choix individuels. Ils ne sont pas du tout indépendants des conditions dans lesquelles ils sont exercés. Donc en fait, ils renvoient à des dimensions et des trajectoires, voire même des identités sociales. Donc, pour conclure, on a une interaction forte entre santé mentale et vulnérabilité sociale, donc ce que je vous ai un peu illustré par l'extrême du gradient social, on pourrait dire, c'est-à-dire des personnes en exclusion sociale, ici par le logement. Des grandes difficultés de recours aux soins,
alors que justement elles sont beaucoup plus malades que les autres, et surtout le poids des violences et des facteurs structurels qui sont pourvoyeurs de difficultés et de pathologies mentales, en particulier de la psychiatrie sévère. Donc tout ça montre qu'il est possible d'agir et de prévenir plutôt que d'arriver en bout de course. Et on peut agir sur des facteurs structurels, notamment l'amélioration de la stabilité de l'hébergement ou l'accès à un logement. Ça permet d'améliorer non seulement l'accès aux soins, mais aussi la santé mentale. Et ça a été prouvé. Donc, je vous mets deux interventions que vous connaissez peut-être. Il y a le projet Housing First, qui est un chez soi d'abord en France, qui permet un accès direct à un logement standard avec une prise en charge psychiatrique et la mise en place de médiation par les pairs dans le parcours de ce droit commun. Et un autre projet qui fait beaucoup plus sur les enfants, puisqu'on voit en fait là aussi dans ces travaux que je vous ai présentés l'importance d'agir tôt dans la vie. Et ça a été montré, c'est le projet Ecological Based Treatment, qui montre que l'accès à un logement associé à un soutien à la santé mentale fait beaucoup mieux que le soutien à la santé mentale seul. Donc juste pour finir sur les enjeux autour de cette vulnérabilité, la vulnérabilité, c'est un concept qui vient des études environnementales. Elle s'inscrit dans une approche dynamique et on voit bien que ça renvoie à des situations de crise ou d'incertitude. Et donc maintenant, l'action publique, elle tend à évoluer de la protection, ce qu'on avait avant avec le soutien des personnes en difficulté. Je vous ai montré l'aumône du Moyen-Âge, mais bon, ça continue encore maintenant. On a beaucoup de dispositifs de soutien, vers de la prévention. Et ce niveau de vulnérabilité, il va s'apprécier au regard de la résilience, c'est-à-dire de la capacité d'un individu à absorber un choc. Et c'est pour ça qu'on arrive maintenant de l'action publique, en tout cas en santé, de la protection vers la prévention. Mais je pense qu'en justice, c'est pareil, on pourra y revenir. Le fait que cette vulnérabilité soit universelle et catégorielle, ça veut dire qu'on a une politique derrière universelle de santé, de prévention, mais aussi ciblée. Donc on appelle ça l'universalisme un peu proportionné, et ciblé, c'est-à-dire ciblé sur certaines populations. Le fait qu'elle soit contextuelle et structurelle, ça veut dire qu'il faut agir pour rendre l'environnement moins vulnérabilisant. Et c'est là où on interagit beaucoup en épidémiologie sociale en intersectoriel, c'est-à-dire avec les politiques de l'emploi, du logement, de l'éducation. Et le fait qu'elle soit aussi individuelle, ça engendre des actions qui soient sur mesure. On l'a entendu aussi ce matin, du cas par cas. Un maillage qui soit pluridisciplinaire et interinstitutionnel, qui soit de relations très étroites entre le sanitaire et le social, qui ont malheureusement été beaucoup en silo ces derniers temps, alors qu'ils étaient beaucoup plus prégnants avant, entre le privé et le public, et en quelque sorte d'avoir un guichet unique de ces personnes qui permet de pouvoir augmenter ces facteurs de protection et de capacité à faire face. Voilà, je vous remercie. Alors, on va regarder s'il y a peut-être des questions dans le chat. Pas particulièrement. Moi, j'en aurais une si... hop, voilà. On a vu des études très intéressantes, des résultats qui sont assez bluffants et même un peu choquants. Est-ce que derrière vous, en tant que Santé publique France, vous mettez des projets en place pour finalement traduire ces résultats-là dans la population générale? Est-ce qu'il y a quand même des actions qui sont faites par vous? Et si vous avez des exemples peut-être pour nous aider à imaginer? Alors, en général, ce qu'on peut faire, c'est nourrir ce qu'on appelle, on essaie de nourrir avec, enfin, ces données sont ce qu'on appelle des données d'evidence-based, en fait, c'est-à-dire faites par des données épidémiologiques. On s'en sert pour nourrir des plaidoyers. Alors, par exemple, sur ces travaux-là, les derniers, on a travaillé avec l'UNICEF, qui travaille beaucoup mieux le plaidoyer que nous, par exemple. Et donc, je pourrais vous mettre à disposition le rapport, si vous voulez, qui a œuvré donc, à l'Assemblée et auprès des politiques pour travailler, prendre en compte la santé mentale des enfants qui vivent en hôtel notamment, puisque l'hôtel n'est pas un lieu pour accueillir des enfants, il faut le redire, et que c'était un hébergement qui était prévu pour de l'urgence. Or, il a tendance à rester. Il y a des enfants qui restent plus de 8 ans, voire même longtemps. Donc voilà, il y a un plaidoyer qui est sorti justement pour donner des recommandations, et c'est comme ça en fait qu'on agit. Souvent, c'est en nourrissant un plaidoyer avec des partenaires. Merci beaucoup. Peut-être dans le public, peut-être Madame Selcevic, je ne sais pas.
Oui, j'aurais quelques questions, évidemment. En vous écoutant et en écoutant ce qui a été dit ce matin, j'ai l'impression qu'il existe toute une population jeune qui est très rapidement éjectée du système social. Des jeunes qui ont des difficultés peut-être de santé sociale, certainement aussi, qui se rajoutent au contexte personnel, enfin le terrain médical qui est peut-être présent, mais qu'on a du mal à détecter. Vous voyez, des enfants qui peut-être pris en charge jeunes n'auraient pas décroché, qui avec une thérapie, une écoute, avec un relais à la maison, avec aussi une prise en charge à l'école correcte, auraient pu rester dans la structure. J'ai l'impression que nous sommes dans un contexte où on écarte très facilement. On est très facilement dans l'exclusion du jeune, alors que faire revenir celui qui est exclu, c'est très difficile. Est-ce que vous avez l'impression aussi que, s'agissant donc de ces jeunes qui ont peut-être des problèmes de santé qui n'ont pas été détectés, alors que ça aurait pu être le cas lorsqu'ils étaient petits, lorsqu'ils étaient à l'école, est-ce que vous avez l'impression peut-être aussi que le fait qu'il n'y ait pas un traitement médical régulier, parce qu'on voit en droit pénal, dans la délinquance, il s'agit souvent des personnes qui ont des problèmes psychiques et qui souvent ne sont pas non seulement pris en charge, mais lorsqu'ils sont pris en charge, ne prennent pas le traitement médical. Est-ce qu'il y a peut-être quelque chose qui, au départ, pourrait être fait pour qu'on puisse détecter des personnes qui présentent peut-être des difficultés de cette nature et pour que ces difficultés soient prises en charge le plus tôt possible pour que l'enfant soit en quelque sorte encadré correctement jusqu'à l'âge adulte et même lorsqu'ils sont des jeunes adultes. Alors oui, tout à fait. Il y a le problème de la prise en charge précoce, ça c'est clair. Mais il faut quand même rappeler que notre pays souffre de manque de pédopsie de façon drastique. Enfin, c'est même dramatique. Hein. Je ne sais pas comment on peut faire pire. La santé mentale en général, mais la pédopsychiatrie en particulier. Donc déjà, on a un problème énorme, et c'est ce qui est soulevé dans ce rapport d'ailleurs aussi de l'UNICEF dont je vous parlais, hein, de moyens déjà médicaux pour la prise en charge de ces enfants. Après, sur la détection, on a aussi très peu de médecins scolaires, très peu. En fait, tout le maillage territorial, on n'a plus personne de proximité, ou en tout cas, ça a été sacrément mis à l'épreuve. Et donc, tous les systèmes de repérage en fait, de ces enfants, parce qu'en gros, il y a deux lieux d'ancrage, hein, c'est la maternité, quand les femmes naissent, c'est une grande fenêtre d'opportunité, et l'école. C'est vraiment, et c'est des enfants qui vont beaucoup à l'école, parce que ça représente un espoir énorme aussi pour les parents. Et juste pour remettre en contexte, souvent ils sont souvent logés dans des hôtels sociaux, même très loin de là où ils sont parfois scolarisés, et ils n'hésitent pas à faire 2-3 heures de transport matin et soir pour y aller. Hein. Donc c'est vraiment, quand on voit que 80% des enfants sont scolarisés, c'est même énorme dans ces conditions de vie. Et même là où il pourrait y avoir du repérage, parce qu'on voit l'importance aussi de la médecine scolaire qui pourrait repérer, ben là aussi c'est mis à balle. Donc en fait, je pense que c'est tout le maillage qui fait qu'on n'arrive plus à détecter ces enfants-là. Et qui, vous avez raison, une prise en charge précoce, ça a été montré aux États-Unis, que les enfants qui sont même sans, ces enfants-là là, dont je parlais, qui étaient sans domicile, c'est pas, les forces et les compétences sont préservées. Ça veut dire que si on arrive à agir sur ces conditions tôt, je crois que c'est même, il faut que la situation ne dure pas plus de 36 mois. Et au plus tôt ils sont confrontés à ça dans la vie, plus c'est compliqué. Mais en tout cas, c'est réversible si on arrive à les loger et dans des conditions satisfaisantes. Donc on peut aussi... Et puis, juste pour finir, le poids des violences, je pense que lutter contre les violences, ça a été un peu fait avec les violences faites aux femmes, parce que c'est souvent lié en fait, aux femmes, aux enfants, et j'ai même appris récemment aux animaux. Donc il y a même des voilà. Et je pense que lutter contre ces violences-là, c'est déjà, mécaniquement, ça va réduire le nombre de prévalence de maladies psy chez les jeunes, en fait, mécaniquement. Donc il y a la prévention, et sur la prise en charge, mais je vous rejoins, mais le constat est assez... terrible sur ce qui se passe sur le terrain, au niveau du maillage territorial en tout cas, des acteurs de proximité en fait. Et des travailleurs sociaux, vous avez bien fait de le souligner aussi ce matin. On nous demande si les documents pourront être retransmis peut-être à certaines personnes qui seraient intéressées par les études. Oui, pas de souci. Oui, je vous monte le micro pour que tout le monde puisse vous entendre. Bonjour, je voulais savoir si Santé publique
France s'intéressait justement à la violence structurelle liée au fait de ne pas avoir de papier, d'être donc passé des dizaines, voire des décennies en France sans papier, avec la question du recours aux soins, la remise en cause de l'aide médicale État, dans le type de violence structurelle qui impacte ces populations-là et le recours à des substances addictives, se retrouver dans des réseaux illégaux en fait pour subvenir, toutes ces violences qui se cumulent avec des violences que les personnes ont connues quand ils ont migré. Je voulais savoir s'il y avait des études spécifiques sur cette question-là, parce que ça découle, ces personnes ont des enfants, sont sans abri. Je pense que à l'heure actuelle, ça serait vraiment intéressant pour nourrir le plaidoyer dans le contexte actuel des lois immigration, du désir de certains de supprimer l'AME. Je pense que comme facteur de vulnérabilité, en tout cas en France, il est très important et on manque de données. Merci. Donc juste pour préciser, ces données-là, en fait, on les a pas à Santé publique France, c'est clair. C'est pour ça que par exemple, moi, je suis chercheur associé pour faire des études à côté sur ces populations en grande vulnérabilité, parce que, comme je le disais un peu en intro, elles échappent aux services de surveillance qui sont mis en place de façon routinière. Donc en fait, les données que je vous ai présentées là, c'est l'Observatoire du SAMU social de Paris qui les a menées. Donc on ne parle pas tout à fait du même endroit. Mais Santé publique France a soutenu financièrement, mais c'est pas, c'est pas des données qu'on a de façon facile. Le statut administratif, on l'a pas non plus de façon facile, mais déjà, j'ai envie de dire, l'origine des personnes, on l'a déjà pas tout court. C'est ce que je vous disais un petit peu en intro. Il y a des gros débats en France. Vous avez peut-être suivi les débats de François Héran, qui était l'ancien directeur de l'Institut national des études démographiques, sur les statistiques ethniques, etc. Donc il y a vraiment tous ces freins-là avant de pouvoir même parler de situation administrative. Donc la réponse malheureusement elle est non, on n'a pas de données, ce qui n'empêche pas des chercheurs ou d'autres organismes de faire des analyses sur notamment ces populations-là. Et vous avez raison par rapport à ce que vous dites on commence à avoir quelques petites études sur les mineurs non accompagnés, mais c'est j'ai envie de dire, c'est même pas frémissant, c'est exploratoire, je ne saurais pas le dire autrement. Et sur sur la suppression de l'AME, par exemple, il y a eu beaucoup de choses qui ont été écrites, notamment par des infectiologues, mais pas que. Je pense qu'en termes de santé publique aussi, les conséquences, elles sont assez connues, on va dire, puisque il y a notamment une étude en Espagne qui a montré que ça avait augmenté de 20% la mortalité des personnes. La suppression de l'AME, puisqu'ils l'ont fait avant nous et ils sont revenus en arrière. Donc on a de la littérature, on va dire, européenne là-dessus. On sait qu'au niveau de santé publique, ça fait des retards de prise en charge, y compris sur des maladies infectieuses, que ça pèse sur le système de soins, alors qu'on ne peut pas dire qu'en ce moment, il soit en pleine forme. Et on a toutes ces données, j'allais dire, un peu plus par la littérature européenne. En France, il y a encore pas mal de freins. Alors à Santé publique France, on travaille là sur l'enjeu que je coordonne à intégrer des déterminants sociaux, et on vient de le faire dans les grandes études, mais sur les systèmes de surveillance, c'est encore autre chose, c'est d'autres problématiques. Il faut aussi savoir que les données sociales sont surtout produites par l'INSEE. Nous, on a plutôt de données sanitaires, donc ça pose des questions techniques d'opérabilité des données, et aussi à la CNIL. Il y a tout un tas de freins qu'on pourrait discuter une autre fois, mais c'est pas si simple. Voilà, j'ai juste ça que je voulais souligner, même si c'est évidemment indispensable. Questions sur le chat, et finalement elles sont un peu dans le même univers. C'est toujours comment on intervient sur le terrain, et là on a puisqu'on sait ce qu'il faut faire, on a des données scientifiques, des recommandations, comment analyser l'inaction, notamment sur le logement. Et la deuxième question, c'est une idée pour que la mise en place nationale avance. Donc finalement, concrètement, comment est-ce qu'on traduit tout ça? Je ne sais pas si je suis la mieux placée pour répondre à ça. Moi, je peux répondre que de là où je suis, c'est-à-dire c'est produire les évidences scientifiques, et j'ai envie de dire c'est un peu comme le climat. Ce qu'on peut faire, c'est juste produire des évidences scientifiques et essayer de nourrir des plaidoyers.
Après, j'ai envie de dire, c'est collectivement aussi qu'on peut porter tout ça, à la fois les acteurs, les chercheurs, les décideurs. Il faut que tout le monde se... il y a des outils qui existent au Canada aussi sur ce qu'on appelle la mobilisation de connaissances. Donc là où on réunit chercheurs, acteurs et décideurs pour essayer de tous ensemble à faire des diagnostics partagés. Et donc, voilà, ça montre que ça promeut un peu mieux l'action, ou en tout cas un peu plus vite. Mais peut-être, je dirais ça, moi, peut-être s'inspirer des Canadiens pour faire des mobilisations de connaissances. Et pas que les chercheurs restent avec leurs données d'un côté, qui sont jamais accessibles, que les décideurs n'arrivent pas à s'en emparer. Enfin voilà, je pense que ces outils-là, ça peut être une bonne option, si je devais dire quelque chose. Mais... Merci beaucoup. Pardon, excusez-moi. Je voudrais juste ajouter quelque chose. Vous parlez de ces enfants qui sont en souffrance. Il faut ajouter aussi que ces enfants subissent souvent le harcèlement scolaire parce que différents, parce que démunis. Et les enfants voient celui qui est différent. Celui qui est différent et qui n'a pas de protection familiale, qui est exposé, est davantage la cible, on va dire, de ces agissements qu'il faut aussi combattre dès le plus jeune âge. J'entends souvent, en tant qu'enseignant-chercheur et aussi chargé de la mission égalité qui lutte contre les discriminations, des jeunes qui viennent me voir et qui me disent « j'ai été harcelé à l'école, j'ai été harcelé au lycée, j'ai été harcelé, j'ai été harcelé ». On a l'impression que c'est un cercle vicieux et que celui qui a toujours été en quelque sorte une cible de violence, ce n'est pas qu'il trouve cela normal, mais après tout, il n'a connu que ça. Voilà, comment faire pour briser cela? Je dis toujours, mais non, ce n'est pas normal. Non, ce n'est pas normal. Subir, ce n'est pas normal. Aussi, en quelque sorte, faire sur le plan éducatif que les jeunes puissent s'exprimer, qu'il y ait un adulte disponible pour qu'ils puissent aussi dire voilà ce qui ne va pas. Et déjà, je pense que le dialogue fait du bien aussi. Voilà. Vous avez raison, et juste par écho, c'est ce qu'on retrouve donc c'est l'étude d'une thésarde, donc Mathilde Rose, qui a fait ça à l'INSERM sur la santé mentale de ces enfants-là, où on voit la moquerie à l'école. C'est un facteur associé aux troubles du comportement et aux troubles émotionnels, mais dès très jeunes en fait. Donc, d'où l'importance de la prévention à l'école. Je vous laisse le micro si ça vous embête pas. Il y a d'autres questions. Oui. Les sans-abri ne représentent qu'une minorité des sans-domicile fixe, de l'ordre de 10 à 15%. Comment les suivre sérieusement? Oui, alors c'est vrai, les données que je vous ai présentées, à part l'étude Samantha, les autres l'études étaient sur des enfants hébergés, ce qui ne sont pas sans-abri. Alors, c'est pas impossible de le faire. Il y a des méthodes statistiques qui le permettent. Notamment, on fait ce qu'on appelle du time location sampling. C'est un peu technique, mais c'est des techniques qui permettent d'aller dans la rue et de recenser un peu tous les points, soit de distribution de soupe, comme ça a été fait sur Samantha, soit sur d'autres points où les personnes sont. Et en fonction du temps, c'est important, parce que en plus l'état psychique il varie et l'addiction varie au cours de la journée, donc il faut y aller à des différents moments de la journée, à différents moments de la semaine, et ça permet d'avoir une représentativité en fait des personnes qui sont à la rue. Donc il y a des techniques qui existent au niveau statistique, ça se fait, c'est ce qu'on appelle les hard to reach population en anglais, et je ne sais pas pourquoi on dit difficile à joindre, parce que quand on prend les moyens de le faire, on les joint très facilement en fait, donc c'est pas impossible. C'est juste un peu chronophage, ça demande un peu de savoir-faire, mais ça se fait très bien. Eh bien, on aura une dernière question, ça sera la dernière question avant la pause. Les décisions récentes du gouvernement au sujet de l'habitat social ne vont-elles pas à l'encontre de ces constats? Je ne sais pas vraiment, parce que moi souvent, il faut évaluer à chaque fois pour pouvoir dire quelque chose. Là, ce qu'on sait, c'est que oui, ce qui serait le mieux, c'est de prendre en compte les spécificités de l'enfant, et que des logements qui soient adaptés à l'enfant, on les connaît. Et on l'a parlé tout à l'heure, des compétences psychosociales, tout ça, on connaît en fait ce qu'il faut faire. Mais donc maintenant, il suffit de le faire. Donc, il suffit. C'est la plus grosse partie du travail, oui. Merci beaucoup, merci à tous. On va faire un petit quart d'heure de pause. On se rejoint, si possible, un petit peu avant 11h, 11h moins 5, voilà. Si ça va à tout le monde. Très bien. Aussi. Très bien. Parfait. On se rejoint à 10h55. Merci beaucoup. Merci.